Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast 108 milliards. Alors aujourd'hui, je reçois un invité qu'on a déjà reçu. Il s'agit de Martin Serralta. Salut Martin. Salut Mounia. Merci d'avoir accepté de revenir sur le podcast. Avec grand plaisir. En fait, dans le premier épisode, tu as dit un truc où je me suis dit ça mérite un épisode à part entière. On va essayer de faire un truc un peu plus court aujourd'hui, mais je voulais vraiment qu'on creuse. On parlait, donc je laisse les auditeurs réécouter le premier épisode, mais globalement, on a parlé on était en train de parler de systèmes complexes, systèmes compliqués. On parlait du fait que nous autres humains, on était des systèmes complexes et que l'une des caractéristiques des systèmes complexes, c'est qu'on est mu par un élan vital. Je voulais que tu nous expliques un petit peu ça. Et je sais pas, j'ai eu des questions perchées qui me sont venues quand tu le disais tout à l'heure, donc on va voir ce qui va venir. Alors oui, on peut dire qu'effectivement, dans les caractéristiques des systèmes complexes, il y a une des caractéristiques qui est peut-être à la fois une des plus étonnantes et en même temps une dont on a, quand on y réfléchit, le plus conscience. C'est ce qu'on appelle, avec des termes très techniques qu'on n'a pas besoin de retenir, la téléologie du système. C'est en fait qu'est-ce qui met en mouvement un système vivant. En gros, qu'est-ce qui va différencier un objet inerte d'une plante ? C'est évidemment un certain nombre de caractéristiques moléculaires, etc. Mais surtout, le fait qu'une graine, elle porte en elle un code génétique, évidemment, qui fait que elle cherche, on pourrait dire avec un regard un peu anthropologique, elle cherche à se développer. La graine, elle a besoin de choses pour se développer. Elle a besoin de flux de matière, d'informations, etc. pour se développer. De l'eau, de la chaleur, des nutriments, etc. Mais il n'y a aucun de ces éléments qui va faire que la graine va devenir une jonquille, ou un tournesol, ou un iris. Ça, c'est son code génétique, du blé. Du coup. Oui, mais ça part bien avec des éléments exogènes. C'est bien quelque chose qui part de l'intérieur de la graine, qui est codé dans la graine, qui cherche à s'exprimer et à se déployer. Ok, mais nous, humains, on ne peut pas dire que notre élan vital est codé dans notre... est seulement codé dans notre génome. Et Absolument. Puis, allons-y, il y a des gens qui croient à l'âme. C'est quoi l'image s'arrête, l'allégorie ça s'arrête là. Ce qui me paraît très important dans cette image, c'est de dire que ce ne sont pas des facteurs exogènes qui déterminent ce qui nous met en mouvement. Okay. Il y en a qui les déterminent, même en génétique, on peut dire qu'il y a des facteurs épigénétiques, mais ce qui est très intéressant, c'est de reprendre conscience, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, qu'il y a bien quelque chose une forme de volonté, une énergie, un élan autopoïétique, comme disent les scientifiques, qui cherche à s'exprimer vers l'extérieur. Et qui est en nous. Et c'est ce que Bergson appelle l'élan vital. Mais ça, je sais pas, moi je sais que par exemple en ce moment je suis beaucoup à lire des trucs dans ma formation de yoga. Nous on parle d'un truc de quelque part j'espère que je dis pas de bêtises et que je vais pas me faire gronder par ma prof, mais de Purusha, une espèce de truc qui est au cœur des gens et qui est hyper... tu vois, il y en a d'autres qui vont parler d'âme en fonction... Et moi je sais que j'ai une approche... pas du tout spiritualiste de la question, mais c'est mon point de vue personnel. Il y en a d'autres qui vont avoir des approches plus spiritualistes, mais c'est quoi un peu tout ça, ce que les gens donc appellent Purusha, élan vital, âme, Alors je connais pas toutes les subtilités évidemment entre ces différentes appellations. Moi ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est une notion en particulier. C'est-à-dire que typiquement par rapport à l'âme, on pourrait dire que l'âme c'est quelque chose d'identitaire, c'est quelque chose qui va nous qualifier, nous singulariser. Là ce qu'on cherche à déterminer, c'est quelque chose qui est une caractéristique du vivant, qui est vrai pour l'ensemble du vivant, c'est le fait qu'on est en mouvement, qu'il y a quelque chose en nous qui cherche à s'exprimer, quelque chose qui cherche. C'est pour ça que le terme, et j'ai eu beaucoup de discussions avec la philosophe Sophie Chassa sur ce sujet, qui disait il faut choisir le terme élan vital plutôt que raison d'être, piquer ce terme à Bergson, parce que dans élan, on entend la notion de lance, de mouvement, de projection. Il y a quelque chose qui est en dynamique. Alors, tu as bien compris que dans l'épisode précédent, on a discuté de sociodynamique. C'est ça qui m'intéresse à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle. Qu'est-ce qui nous met en mouvement ? Dit autrement, qu'est-ce qui me meut ? Pour reprendre ce terme génial que Alain Clapiche, on a même fait le nom de sa société de production, c'est... Ce qui me meut, ce qui me met en mouvement. Mais est-ce que ce qui me met en mouvement, justement, quand tu dis c'est pas exogène, est-ce que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que moi, ce qui me met en mouvement à l'instant T, c'est le fruit de, je sais pas, toutes mes expériences de vie, de machin, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de moi ou finalement...
Ça pourrait être où ailleurs? Je sais pas, je pense que c'est l'interaction entre... Alors, bien sûr que c'est interactionnel. C'est-à-dire que, évidemment, je peux me mettre en mouvement vers quelque chose qui est l'objet de mon désir. Mais c'est ce que... gros gâteau. Vers un gros gâteau, vers une maison, vers une plage ensoleillée, etc. Ça, c'est une mise en mouvement à un moment T sur un tout petit axe. La question de fond qu'on va essayer de chercher, c'est qu'est-ce qui, de façon plus globale, en ce moment dans ma vie, me met en mouvement. Et qu'est-ce qui, à l'échelle collective, c'est ça qui va m'intéresser en particulier derrière, c'est nous met en mouvement collectivement. D'accord. En quoi on peut qualifier notre projet. Et pourquoi c'est important de le qualifier et de lui donner du sens? Ça revient là, c'est plus Bergson qui dit, il dit, c'est une tendance de la vie, c'est une tendance qui se développe dans les organismes particuliers, qui vise d'abord la continuité de l'espèce, qu'on retrouve ça chez tous les êtres vivants, mais aussi qui peut donner lieu à d'autres émergences. Mais derrière... Mais déjà, tu as dit un truc, donc qu'est-ce qui me met en mouvement en ce moment? Donc, est-ce que cette notion dont tu parles d'élan vital, elle évolue au cours de la vie en fonction de nos besoins, de ce qu'on vit, etc. C'est une notion évolutive. C'est pour ça que c'est très cohérent avec ce que tu disais tout à l'heure. Notre élan vital, aujourd'hui, ce ne serait pas le même que celui qu'on aura dans plusieurs années. Et c'est pour ça que je préfère utiliser le terme d'élan vital que le terme de raison d'être. Parce que raison d'être, justement, il y a un côté figé. Ça nous met dans un cadre. Dans élan, on entend le mouvement, on entend la projection, on entend la vitalité. C'est-à-dire que dans l'élan vital, il y a aussi qu'est-ce qui va nous procurer de la joie. Et là, on peut faire le lien avec un autre philosophe, qui est Baruch Spinoza, qui nous dit, parfois, souvent, on pense que le gros gâteau plein de crème, etc., va nous faire plaisir. Puis en fait, on se rend compte que non. On a envie d'une assiette de brocoli. Moi, j'adore les brocolis. Potentiellement, peut-être que l'assiette de brocoli va davantage nourrir notre joie que le gâteau, une passion triste. Et parfois, peut-être qu'on a plus besoin du gâteau que des brocolis. La question de fond, c'est pas tellement de s'inscrire dans une matérialité, c'est simplement, là encore, d'augmenter notre niveau de conscience sur, finalement, qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui me donne envie de bouger, qu'est-ce qui me vitalise, qu'est-ce qui fait que je me sens en vie. Et parfois, il y a des cadres, nos cadres sociaux, nos imaginaires sociétaux font que on se met dans des schémas de routine avec des illusions qu'avoir une vie qui consiste à suivre bien les rails tout tracés va nous procurer une quelconque joie ou au moins un sens du devoir. Mais potentiellement, pour certaines personnes, peut-être ça peut leur convenir parce que ça correspond et ça fit bien avec leur élan vital, ou que sans en être conscient et sans l'avoir formalisé, il y a un très grand alignement entre ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce à quoi ils aspirent. Mais pour beaucoup de gens, finalement, ça devient un schéma subi de ne pas s'autoriser à ne serait-ce qu'exprimer, formaliser ce qui me met en mouvement et ma façon singulière de le faire. Mais alors attends, parce que je pense qu'il y a aussi un truc très important quand tu dis ça, c'est que à partir du moment où on sait que l'élan vital peut évoluer au cours de notre existence, est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où notre élan vital se modifie, mais qu'on n'en prend pas conscience parce qu'on est très attaché, parce que quelque chose a été notre élan vital pendant longtemps. Et je sais pas, là, moi, j'essaie de me dire comment tout ça devient concret, ce que tu nous partages là. Et je me dis, le moment où les gens rigolent, moi j'aime bien taquiner, dire j'ai fait ma crise de la 35e, où j'ai quand même fait évoluer des énormes pans de ma vie pro et perso en quelques années. C'était difficile dans le sens où je me rappelle que j'avais dit à une de mes amies, c'est très très bizarre de ne plus vouloir ce que j'ai toujours voulu. Et est-ce qu'il y a un truc, à un moment, ton élan vital, tu sens que t'es mu vers autre chose, mais tu l'as voulu, le truc d'avant, entre guillemets. En fait, comment est-ce que les gens peuvent prendre conscience de l'évolution de leur élan vital? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de crises qui viennent de là. Alors, ça peut nous emmener très loin, ça, c'est ce qui est très intéressant. Il y a plein de choses dans ce que tu dis. Première chose, ce qui nous empêche de nous transformer, c'est nos habitus. Nos habitus sur le plan cognitif, et c'est pas toi que je vais l'apprendre, c'est ce qui consomme le moins d'énergie dans tout notre corps. Plus je reproduis le même schéma, moins je vais consommer d'énergie. Donc, en gros, notre corps, il va nous dire de façon assez basique, dans tout son fonctionnement, reste là où t'es. Et puis, c'est même un principe existant, pour des raisons évidentes, de tous les systèmes complexes. Ouais. Les systèmes complexes ont une caractéristique qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont chercher en permanence à retrouver leur état d'équilibre permanent. Mais parce que ça ne consomme pas d'énergie. Parce que ça consomme peu d'énergie, parce que ça permet de la survie, ça permet de se protéger, etc. Deuxième élément, qui est très très vrai chez les êtres humains, c'est ce qui nous empêche de nous transformer, c'est nos peurs.
on est finalement, on est une espèce sur Terre extrêmement stressée et angoissée. On est un peu comme les animaux vulnérables au milieu de la savane qui ont développé des méga oreilles, des super sens olfactifs ou de vue qui leur permettent d'échapper à tous les prédateurs qui vont les bouffer parce qu'on n'est pas en haut de la top de la food chain. Alors aujourd'hui, on est en haut de la chaîne alimentaire, mais de façon technologique. Mais on garde engrammé en nous cette logique qu'on est très faible et fragile et que du coup, on va avoir peur, très peur pour se protéger. Et la troisième chose, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza qui est extraordinaire, il dit une des plus grandes difficultés de l'être humain, c'est l'absence de connaissance de son propre désir. En fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Bah oui. Et donc, ce qui nous empêche de nous transformer, qui peut nous entretenir dans nos conforts, nos habitudes, etc., ou dans nos passions tristes, c'est-à-dire en gros des objets sur lesquels on projette notre désir, mais qui ne sont pas réellement l'objet de notre désir, va faire qu'on va échapper à ce qui est essentiel, qui est la joie. Le pari qu'on fait dans ces propositions d'exploration de l'élan vital individuel et collectif, c'est de dire, on va essayer de préciser, même de façon maladroite, même de façon imparfaite, quel est pour nous en tant qu'individus ou nous en tant que collectif, ce qui nous met en mouvement, à partir de quelle conviction on pense ça, et quelle est notre façon singulière d'agir, parce que ça participe aussi de notre élan et notre vitalité, ce qu'on retrouve dans les préférences jungiennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments dans nos vies, pour répondre à la deuxième partie de ta question, il y a des moments dans nos vies où, en fait, tout va apparemment bien. Mais, pour autant, à l'intérieur, on sent que ça vibre et que ça fait mal. Et c'est là où on retrouve cette logique endogène, c'est que à l'extérieur, j'ai ma vie, mon boulot, ma baraque, mon truc, mes enfants, tout ça c'est stable. Et puis, il y a ces moments, ces fameux moments de crise de la 35e, de la quarantaine, de la cinquantaine, peu importe. C'est des moments de crise, parce qu'en fait, ce sont des moments de crise où il y a en fait quelque chose qui se fissure à l'intérieur. C'est le processus que Jung appelle le processus d'individuation, où il y a une phase de... je sens qu'il y a un désalignement. Il y a mon masque, mon accommodation, tout ce que j'ai essayé de suivre jusqu'à maintenant, ou mon élan précédent, ça peut être mon élan précédent, ça ne me convient plus. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de ce qu'on appelle avec Jung de l'ombre, qui n'est pas quelque chose de négatif, qui est juste quelque chose que caché, qui s'exprime. Et dans cette expression, finalement, ça amène à une confrontation de c'est quoi ce désir qui cherche avant tout à s'exprimer et qui nous dit ça ne va pas. Et qui s'exprimera quoi qu'il arrive. Comme nos émotions peuvent s'exprimer. Nos émotions, c'est hyper utile. Quand on parle des émotions, tu vois, c'est la colère, la peur, la tristesse, c'est hyper utile. Ça nous dit il y a un truc qui ne va pas. Et là, dans le processus, si on rentre dans ce niveau de conscience, qu'on accepte que cet élan il s'exprime différemment, là, je peux rentrer dans une phase dite d'intégration et une phase d'individuation où finalement, la seule chose que j'ai gagnée, mais c'est un essentiel, j'ai gagné d'être davantage aligné avec moi-même et de retrouver une connexion plus forte avec la joie. Mais donc toi, par exemple, j'imagine que avant de le faire avec des gens, tu l'as vachement travaillé toi-même, ton élan vital. Tout à fait. J'imagine que tu as dû constater à certains moments qu'il fallait le faire évoluer. Et c'est quoi un peu je ne sais pas si c'est la routine ou en tout cas l'hygiène d'élan vital que tu pourrais recommander? C'est non seulement il faut faire une première fois ce travail, se demander ce travail de conscience, et c'est quoi? C'est le revisiter de temps en temps, le revisiter quand on sent que ça va pas. Enfin, c'est à l'échelle, je sais pas depuis combien d'années toi tu travailles avec ces notions, mais à l'échelle de 10, 20 ans, qu'est-ce qui se passe en fait avec cet élan vital? Alors, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ce sujet. Au départ, mon point d'intérêt, c'est l'élan vital de l'organisation. Et je fais un constat très basique dans les années 2012-2013 que sur le plan pédagogique, ce qui est le plus efficace, c'est quand je fais travailler un comité de direction sur leurs élans individuels, que j'arrive à faire émerger, du coup, en l'occurrence, je travaillais aux États-Unis à ce moment-là, donc le purpose, qui est cette même notion de qu'est-ce qui me met en mouvement. Ça vient du latin potis qui dit quel est le feu qui brûle à l'intérieur. Tu vois, l'image est belle. Et c'est c'est en faisant ça qu'on arrivait à faire émerger
un élan collectif très puissant. Alors que quand on ne faisait pas cet exercice, on avait des choses un peu trop lisses, un peu trop molles, pas assez singulières. Et donc, le constat que je fais, c'est simplement que... Et donc, j'ai développé, à partir de travaux de plein d'autres gens, que j'ai compilés, que j'ai consolidés, etc., à travers des notions même qui existent depuis assez longtemps, des questionnaires qui permettent de venir s'interroger, et c'est juste un prétexte pour venir s'interroger sur cet élan, et qualifier de façon très spécifique ce qui me met en mouvement et ma singularité, ma manière, ma préférence au sens jungien du terme qui s'exprime le plus. C'est une sorte de signature. Ce que je constate, c'est qu'il y a toujours, en tout cas pour les gens avec lesquels j'ai travaillé depuis très longtemps, toujours un fil rouge. Et que ce fil rouge, en fait, il évolue, il se modifie, il se bonifie, il se patine. Donc il n'y a pas de cliff, entre guillemets, dans les différents éléments vitaux. Il peut y avoir, à l'échelle, notamment aux échelles collectives ou individuelles, quand il y a des ruptures très très fortes. D'accord. Mais souvent, ce qu'on retrouve, et notamment dans les études qui ont été faites sur les schémas de résilience, c'est-à-dire que les ruptures qui sont tellement brutales qu'elles mettent en danger, l'homéostasie ne peut même pas s'exprimer. Tu vois, quelqu'un qui a un accident très fort, qui modifie complètement son interaction au monde, d'autres personnes, des sociétés qui sont en crise, une guerre, un conflit ou autre, ça peut modifier des choses de façon assez significative. Mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a des phénomènes de résilience qui nous ramènent à quelque chose d'une sorte de ligne. Donc c'est un truc un peu j'aime bien parce que c'est fin, c'est de la dentelle, c'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a du cohérent, et puis il y a des évolutions, et parfois il y a des évolutions significatives qui prennent 5, 6, 10 ans. Et à titre personnel, moi, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je n'aurais jamais nommé il y a 10 ans, qui était qui est de l'ordre de une forme de respiration, de dynamique écologique qui prend de plus en plus de place dans mon élan aujourd'hui, sans que pour autant ça en modifie complètement la structure. D'accord, donc le truc évolue, mais c'est pas non plus... Voilà, en général, on le voit y aller petit à petit, quoi. Est-ce que tu peux... Ah, tu vas voir, tu vas dire que je suis contrôle fric. Est-ce que quand tu travailles avec quelqu'un, par exemple, tu vois où en est son élan vital, enfin, en tout cas, vous en discutez, est-ce que tu es capable de prévoir vers où ça ira ou pas du tout ? Moi, je fais de la prospective, donc je peux rien prévoir du tout. Le futur, ce qu'on dit avec l'Institut des futurs souhaitables, c'est que le futur ne se prévoit pas, il se construit, il se prépare. Ouais. Donc, en fait, la question, c'est... Moi, je ne fais pas de prévision sur l'avenir. J'ai des hypothèses personnelles, mais ce n'est pas ce qui est intéressant. L'enjeu, c'est de se dire... Enfin, mon attention, en tout cas, dans ce type de situation, c'est plutôt d'être dans une posture de ping-pong, de sounding board, d'effet miroir, de questionnement, parfois impertinent, parfois difficile, parfois inconfortable, mais au service de la personne ou du collectif que j'ai en face de moi et de révéler ce qui est vivant pour elle ou pour lui. C'est pas moi qui révèle, c'est au service de la révélation par la personne elle-même. Donc c'est pousser dans des retranchements pour que finalement ce qui est déjà là s'exprime. Ok. Et du coup, ce que j'entends, c'est que toi, tu as finalement, ça fait 15 ans que tu travailles avec cette notion et qu'au départ, tu es allé sur l'élan vital individuel parce que tu voyais que ça donnait des élans vitaux collectifs beaucoup plus puissants. Donc toi, à la base, c'est vraiment le collectif qui t'anime, c'est ça que j'entends. En tout cas... C'était pas du tout, effectivement, tu as raison, c'était pas du tout un projet de développement personnel. C'était vraiment pas du tout l'axe. C'est-à-dire que moi, ma passion, c'est de dire comment, c'est vraiment ce champ convivialiste dont on a déjà parlé la dernière fois, c'est ce champ de comment on arrive à coopérer en s'opposant sans s'entretuer, mais dit autrement, c'est mon rêve personnel de ce que j'appelle la cité esperluette, ce qui est complètement cryptique, mais c'est de dire comment on arrive à vivre, agir et vivre ensemble dans nos différences. D'accord. C'est ce qu'on retrouve sur le slogan de la Comédie Française. D'accord. Simul et singulis. Être ensemble et être chacun soi-même. D'accord. Et c'est c'est ton truc, quoi. Et pour être ensemble et chacun soi-même, il faut bien travailler à la fois sur l'individu et sur le collectif. Et travailler sur l'individu est absolument nécessaire. C'est pour ça que j'ai une conviction de fond. Le développement personnel n'est pas un truc égotique qui nourrit les imaginaires de tout ce qui... c'est ma responsabilité de faire mon développement perso parce que je fais partie de la société. Exactement, au service des communs. Mais bien sûr. Mais du coup, donc toi, finalement, tu le découvres, enfin, tu explores tout ça plutôt en regardant les autres, finalement. Mais comment est-ce que ça a changé ta perception et ton développement perso, ta vision des choses personnelles? Ça a beaucoup changé.
ça a changé beaucoup de choses pour moi. C'est différent de te dire, tiens, je vais faire travailler les équipes sur ça. Je suis mon propre terrain d'expérimentation. D'abord, c'est essentiel. Dans la pratique des métiers qu'on fait tous les deux, c'est absolument essentiel. Je suis supervisé dans ma pratique, accompagné, je fais un travail à côté pour éviter de balancer tous mes propres problèmes à mes clients. J'ai vraiment une discipline très importante là-dessus parce que je crains mes propres déraillements. Ce que ça a changé, c'est d'augmenter mon niveau de conscience. Et du coup, je crois que ce que ça a changé fondamentalement, c'est de sortir de schémas où je pouvais potentiellement me dire « j'ai pas le choix, je subis ». Okay. Typiquement, j'ai fait des choix professionnels où à un moment donné, après avoir vécu des expériences vraiment géniales, j'ai pas de regrets, mais à un moment, j'ai ressenti ce processus d'individualisation, ce processus de frottement, et finalement, ça a été le bon moment pour aller faire autre chose, aller explorer autre chose. Donc c'est à ce moment-là que tu as quitté la multinationale où tu bossais? C'est à ce moment-là que j'ai fait ce choix de partir dans un congé sabbatique. Tu vois, j'étais pas complètement à l'aise parce que c'était beaucoup de renoncement à beaucoup de confort, mais ça m'a permis de faire ça. J'ai rejoint à ce moment-là une ONG qui était en difficulté pour proposer, mais ça a été aussi de dire que c'était juste pour moi de faire cette mission dans cette ONG pendant 10 mois à plein temps et que ça ne serait pas la suite parce que ça ne me convenait pas. Et c'est, même si ça m'arrive encore très souvent de lutter avec ça, c'est ce qui me fait parfois dire bah non, je ne vais pas prendre telle ou telle mission, je ne vais pas faire tel ou tel accompagnement. Et finalement, ce qui est génial, c'est que, du coup, je bosse aujourd'hui que sur des trucs que j'adore. Je suis en interaction avec des gens en individuel et en collectif avec qui j'ai vraiment du plaisir à travailler sur des sujets qui font sens, etc. Et deux, ça me donne une perspective et une liberté qui me permet de faire de la recherche, de continuer à explorer, etc. avec une très grande liberté. Et du coup, comme je ne subis pas et comme je kiffe ce que je fais, eh ben, génial, on a des résultats généralement qui sont plutôt bons. Ça n'empêche pas parfois des échecs, mais évidemment, c'est pas le sujet. On a des... mais donc, ce que j'entends, c'est que ton propre travail sur toi, quand tu as exploré ces notions d'élan vital, t'a d'abord permis de ne pas rester dans un truc où tu aurais pu commencer à subir, te dire non, en fait, c'est le bon moment pour moi de me barrer, c'est le bon moment pour moi de faire cette mission dans cette ONG, mais c'est aussi important de savoir que je ne vais pas y rester 1 million d'années. Et ensuite, petit à petit, de te construire une activité qui te nourrit... Qui me convient parfaitement aujourd'hui et qui nourrit mon élan vital. Et c'est, en gros, le premier bénéfice de ce niveau de conscience, c'est de la responsabilisation des phases d'inconfort, certes, mais surtout un bénéfice en termes de kiff au quotidien qui est extraordinaire. Mais donc là, on pourrait faire, parce que je pense que toi et moi, on est des exemples, on pourrait faire la publicité pour quand vous êtes mal à votre travail conventionnel, cassez-vous et faites autre chose. Alors, je dirais pas tu ça. vois ce que je veux dire? Non, je dirais pas ça. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien rigoler avec les gens en disant oui, avant quand quelqu'un me disait qu'il se sentait aligné, j'avais envie de lui foutre de claques et maintenant je me sens aligné. Donc ok, mais c'est pas aussi simple. Je dirais pas ça. Ouais. Je dirais, si vous vous sentez mal, si vous sentez cette vibration, si malgré tous ce qu'on vous dit à l'extérieur, que c'est génial, t'as ton boulot, t'as monté ta boîte, c'est extraordinaire, ta start-up, ton truc, ou ton job génial dans ta boîte. Si tu sens qu'il y a une vibration, la première question, je ne dirais pas cassez-vous. Parce que parfois, pour certaines personnes, c'est pas du tout l'enjeu où le problème se situe pas à cet endroit. Je dis surtout, faites ce travail. Posez-vous qui des n'est questions. Pas un travail égoïste, égotique, etc. C'est un peu comme la conclusion du Forum social de Porto Alegre qui dit à un moment donné, si on veut transformer le monde, il faut d'abord se transformer personnellement. Et c'est cette ambiguïté de dire les gens qui s'intéressent à leur nombril, en gros qui se posent des questions, c'est une représentation qui est en fait au service de sociétés de contrôle. Et si tu es dictateur, tu n'as aucun intérêt à ce que les gens se posent des questions et deviennent un peu, exercent leur esprit critique. Mais dans une logique de performance collective, on a tout intérêt à aller se poser cette question. Je dirais, si vous vous sentez mal à un moment donné, explorez ce champ de, finalement, qu'est-ce qui vous met en mouvement aujourd'hui et autorisez-vous à tester autre chose. De la même manière que dans le champ, qui est un champ qui
de l'expression, de nouvelles formes d'expression du leadership féminin. Quand tu sens que tu es dans un environnement qui t'empêche d'exprimer toute ta puissance, à un moment donné, c'est pas forcément de se barrer, qui est une solution, mais ça peut être aussi de taper du poing sur la table, de mettre les points sur les i, de changer la donne, de ramener de la conflictualité à un endroit pour faire changer le système. Et ça, c'est vraiment particulièrement intéressant parce que ce qui est génial en plus dans un système complexe, c'est que comme tous les éléments sont en interaction directe ou indirecte, il suffit de changer un élément du système suffisamment fort pour faire changer tout le système. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'on ne sait pas si la solution qu'on met en œuvre est la bonne solution. On sait que si on fait changer le système un peu, il va se passer des choses nouvelles et que du coup, ça peut débloquer les situations. C'est cette idée géniale de Paul Václavic qui dit... En fait, un problème, c'est une difficulté à laquelle on apporte toujours la même solution. Donc l'idée, c'est de changer de modalité. Ok, c'est intéressant. Alors, il y a deux choses que j'aimerais qu'on explore avant la fin de cet épisode, là, quand tu me dis ça. La première, là, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon associé Raph il n'y a pas longtemps, où il nous a présenté un peu, je sais pas, j'aime bien, une image de l'escalier quand on voit avec les gens qu'on accompagne des fois. Donc, son image de l'escalier, je vais essayer de ne pas la trahir, mais globalement, première marche de l'escalier, la personne n'a pas conscience du problème. Et elle vit sa vie. Deuxième marche, elle prend conscience du problème, mais elle ne bouge pas. Elle est tétanisée. Troisième marche, elle se met en mouvement. Et quatrième marche, mode automatique, flow, elle bouge sans même se rendre compte qu'elle bouge. C'est-à-dire, c'est naturel. Et il me dit, comment on fait quand les gens sont coincés à la deuxième marche ? Et ça m'évoque ça quand tu parles de travail, de prise de conscience, quand on n'est pas bien quelque part, déjà aller explorer ça avant même de bouger, avant même de dire ça y est, je vais quitter mon job et aller faire surtout pas d'ailleurs, c'est souvent une très mauvaise décision. Oui, je suis d'accord. Moi, j'irais même plus loin, je me dis il faut apprendre à... Enfin, ça, c'est la coach américaine que j'aime bien, la Brooke Castillo, qui dit apprenez à être heureux là où vous êtes, que ce soit dans votre job, votre couple ou machin, et une fois que vous êtes heureux, vous décidez de partir pour d'autres raisons, quoi. Absolument. C'est comment on fait quand on est bloqué ? Ça renvoie, parce que finalement, ces marches, on pourrait les représenter d'une façon différente. C'est le fameux truc qui est très connu, mais qui a été beaucoup vulgarisé, et parfois un peu trop, mais qui est le concept du voyage héroïque de Joseph Campbell. Campbell, c'est un anthropologue qui fait une étude assez marrante, qui dit, tiens, je vais aller regarder partout dans le monde les contes et légendes, les rites initiatiques et tout ça. Et il arrive à une conclusion. Il dit, c'est dingue, des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, finalement, dans tous ces rites initiatiques, les contes un peu signifiants sur le plan justement de l'initiation, on retrouve la même structure. Ouais. Cette structure qu'on retrouve évidemment dans la mythologie grecque, mais aussi dans les contes dans les Star Wars et compagnie. Oui, mais parce que ça, ils ont fait le processus inverse. Ouais. Ils sont allés chercher les travaux de Campbell, ils ont pris de la vulgarisation des travaux de Campbell par Vogel, et à partir de là, ils ont construit toutes les histoires pour dire, c'est facile. Ça marche. Puisque c'est l'histoire universelle, la structure universelle, ils en ont fait une machine, comme d'habitude. Mais ce qui est vraiment intéressant, effectivement, c'est de comprendre que ce processus, il intègre bien ça. Et dans les premières étapes, par rapport à la question de Raph, dans les premières étapes, on a le héros ou l'héroïne dans son monde ordinaire. Que là, elle sent qu'il y a quelque chose qui l'appelle. Soit c'est un appel « Allô, viens », ou soit c'est un appel intérieur, ou une voix, etc., qui s'exprime. Mais elle sent cet appel. Et elle va d'abord refuser l'appel. C'est-à-dire que la structuration du voyage du héros, du conte, des rites chamaniques, initiatiques, etc., elle dit, on assume que de toute façon, il y a une phase, il y a un champ psychologique qui va être le refus de l'appel. De la même manière que quand on est confronté à un deuil, par exemple, à la mort d'un proche, dans le deuil, il y a souvent une phase de déni. C'est-à-dire, non, je refuse la réalité. Et il y a des points de basculement. Et le point de basculement, c'est, en tout cas dans la structuration de Campbell, ça peut être le passage du seuil vers le monde de la transformation, vers le monde de l'ombre, la confrontation à l'ombre, se fait souvent avec l'aide d'un guide ou d'une guide qui peut être symbolique ou une rencontre dans des histoires. Ça va être, tu parlais de Star Wars tout à l'heure, ça va être Anakin qui va rencontrer... Luke qui va rencontrer Anakin, qui va faire que ça va bouger, ou c'est le guide parfois improbable. Le guide, ça peut être même un personnage parfois fantasmé, ou un Jiminy Cricket ou autre, qui va
hop, aider à passer le seuil de l'aventure, le passage dans le monde des ombres. Et c'est une étape en tant que telle qui est absolument colossale. C'est de dire, j'ose me lancer. Et pour ça, on peut avoir des amis, des proches, des sidekicks, des fous du roi, des coachs, des gens qui vont nous accompagner, qui vont faire en sorte de nous aider à passer ça. Quand je sens qu'il y a une vibration et que j'ai peur de me lancer. Mais après, il y a aussi pour moi, justement, donc effectivement, il y a des alliés qui peuvent nous aider, des guides, etc. Mais aussi, parfois, le temps fait son job. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait être pressé aussi à passer à la marche 3 ? Est-ce qu'on pourrait se dire, à un moment, si tu le sens pas encore, ok, tu as pris conscience, tiens, digère. Et t'inquiète pas que quand tu le sentiras. Et puis moi, je crois beaucoup au fait que la vie va t'envoyer de toute façon. Si tu veux pas regarder le truc devant toi, la vie va te l'envoyer de manière un peu plus... Absolument. Il y a même des propositions qui vont à l'inverse. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont trop pressés de bouger, on va leur dire non, surtout... Tranquille. Bouge pas. D'abord, embrasser ce qui est là, ce qui est vivant, le regarder. C'est un peu ce que tu disais avec le fait d'être heureux dans la situation avant de se mettre en mouvement. C'est la proposition méthodologique aussi que je développe dans mon livre. Là, c'est la première étape, c'est embrasser le fait qu'on est une organisation vivante. Et ça marche à l'échelle individuelle. C'est embrasser sans jugement tous mes paradoxes, ou tous nos paradoxes, nos tensions, nos convergences, etc., pour pouvoir d'abord s'apaiser par rapport à la situation. Et ensuite, à partir de ce qui est vivant, à partir de l'élan vital, me mettre en mouvement vers une logique de transformation. Mais pas aller trop vite. Dans le processus de transformation, quand on avait travaillé avec une équipe précédente là, sur l'art de la transformation, on avait montré que en fait, le champ d'appropriation, le champ de rentrer dans le processus de regarder ce qui est là, etc., c'est 80% du temps par rapport à 20%, on va élaborer une stratégie de transformation et hop, se lancer. Tout le travail préalable de révéler ce qui est vivant, de reconnaître sans jugement ce qui est là, assumer vraiment à la fois cette tension entre ombre et lumière, etc., et oser se projeter dans un imaginaire complètement différent, c'est ce qui prend le plus de temps. La strate et la mise en œuvre derrière, ils sont faciles. C'est d'ailleurs ce qu'on reconnaît à des sociétés qui ont des cultures d'exploration très très longues et qui sont ensuite très efficaces. Par exemple, au Japon, on dit les Japonais super disciplinés, hyper efficaces, etc. Mais les Japonais, ils prennent un temps infini à prendre une décision. Mais une fois qu'ils l'ont prise, ils ont tellement écouté toutes les parties prenantes, etc., que du coup, en fait, les conditions sont en place pour qu'ils exécutent très vite. Ok. Très clair. La dernière question que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, parce qu'on va se faire virer du studio, mais je pourrais te réinviter. Justement, c'est quoi vraiment l'élan vital ? Au début, j'ai commencé en intro à te dire, mais est-ce que c'est l'âme ? Parce que donc on comprend que c'est quelque chose d'interne, qui est en interaction et qui évolue, mais c'est quoi un peu toi-même ta définition un peu plus perchée de l'élan vital ? Ma définition très perchée, qu'on partage avec Olivier Pastor, que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'élan vital révèle ce qui est vivant pour un système à un moment donné. Mais ça, c'est pas perché. C'est pas perché. C'est ma définition de l'élan vital, c'est une formalisation forcée. En gros, on fait un travail d'effectuation, c'est-à-dire qu'on écrit, on formalise, on dit, on claim, on sort de soi l'expression de qu'est-ce qui aujourd'hui me ou nous met en mouvement et quelle est ma façon spécifique d'agir, ma modalité spécifique d'agir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'y mets pas de dimension ni spirituelle, ni rien d'autre, finalement, que ce que c'est-à-dire de dire, je reconnais, je pourrais dire avec un regard un peu biologiste, que un individu, c'est un système complexe. Je pourrais dire avec un regard cybernétique qu'une organisation, c'est avant tout un système complexe vivant et surtout pas une machine. Et qu'à partir de ce moment-là, ces deux individus et ces collectifs ont une caractéristique téléologique qui fait qu'il y a quelque chose à exprimer de ce qui nous met en mouvement. Mais pour moi, si tu veux une logique perchée, ce qui me fascine le plus, c'est surtout qu'il y a des énormes collectifs avec lesquels on interagit au quotidien et qui sont des réalités dans nos imaginaires pour lesquels on n'a aucune espèce d'idée de ce qui nous met en mouvement. Je prends un exemple, la France. On n'a aucune espèce d'idée de ce qui nous met en mouvement ensemble. Mais alors, résultat, on peut être à se mettre sur la gueule. Peut-être, mais tu vois, alors j'ai dû faire un stage pour récupérer des points de permis. Alors, c'est pas de ma faute, mais bon, bref, je l'ai fait.
Et c'était génial, en fait. Moi, j'ai été naturalisée française, je sais plus quoi, en 2011. Et si tu veux, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que je voulais être française. Alors, ça ne remet pas en cause que je suis marocaine et je suis très attachée à ça. Mais je voulais être française et pour moi, c'était un truc. Et alors, je vais à mon stage de point de permis et honnêtement, les 10 premières minutes, j'ai envie de me tirer une balle. Je me dis que je vais perdre 2 jours de ma vie, que ça va être pourri. Je regarde les gens autour de moi, je me dis non mais sérieux, qu'est-ce que je fais avec eux ? Franchement, horrible, hein, la parisienne, méprisante, etc. Tout ce que tu veux, je me dis non mais les gens commencent à dire leur job, ils commencent à s'exprimer. Je me dis non mais sérieux quoi. Eh ben tu sais quoi, j'ai vraiment senti que la France nous réunissait. C'est hyper cheesy quand je le dis comme ça, mais je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc en fait. Mais j'en suis convaincu. C'est-à-dire que quand on dit révéler ce qui est vivant, on n'est pas en train de dire définir ce qui est vivant. On est en train de dire révéler ce qui est vivant. Donc c'est déjà là. Il y a quelque chose qui est déjà là, mais si ce n'est pas dit, formalisé, ou si on n'en a pas une conscience collective, il est impossible qu'on se mette en mouvement collectivement ensemble. D'accord. Et typiquement, il existe un document en France qui est la Constitution, qui est un texte de 40 pages, qui est censé révéler ce qui est vivant pour nous. J'ai jamais lu. 99% des citoyennes et des citoyens français. Oui, je l'ai beaucoup lu, mais c'est surtout, j'essaye de le faire lire. C'est pour ça que je l'ai lu. C'est parce que c'est symboliquement. Mais surtout, la question, c'est que 40 pages. Ce qui est intéressant, c'est que ces 40 pages, la question qui se pose derrière, après les avoir lues, c'est de dire, est-ce qu'elles nous ressemblent vraiment ? Et il y a des choses qui nous ressemblent vraiment. L'autre jour, il y a quelques semaines, on a fait un arpentage lecture de la Constitution avec un groupe de personnes très hétérogènes dans des conditions d'intelligence collective. Ce qui en ressort, c'est quoi ? C'est dire, je découvre que ça existe. Je découvre en particulier que dedans, il y a des choses vraiment extraordinaires. Notamment, par exemple, la Charte de l'environnement. On est un des seuls pays au monde où le respect et le respect de l'environnement et le droit à un environnement sain est constitutionnel. On sait qu'il y a liberté, égalité, fraternité, mais généralement, ça s'arrête à peu près là. Mais dans la Constitution, il y a plein d'autres choses. Et le troisième constat, c'est que, malheureusement, c'est très mal écrit, très daté, et très mal écrit au sens, en fait, c'est incompréhensible pour la plupart des gens. Et si on n'est pas clair sur ce qu'on a envie de vivre ensemble, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Oui, qu'on fasse société. Pour qu'en fait, on fasse société. Et donc, tous les débats autour des présidentielles, des élections européennes, etc., de toutes les phases électorales, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de sujets, de micro-sujets, de détails, de gestion de règles du jeu, et on ne parle pas de notre projet de vivre ensemble. Le miracle, c'est quand tu fais l'inverse. Alors là, je ne le fais pas à l'échelle de la nation, mais à l'échelle d'une copropriété. Tu sors les gens d'une copropriété de leur logique de gestion, de syndic, de machin, et tu leur dis, OK, on va faire un autre objet organisé. On va faire une association de la 1901, une association des habitants de la copropriété, et on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on souhaite vivre ensemble. Effet immédiat, tu as la moitié des griefs entre voisins qui disparaissent, et tu as tout ce qui se passe autour d'initiatives aussi cheesy, comme tu dis, que la fête des voisins, qui font qu'en fait, tu crées du lien social à toute petite échelle, et les gens découvrent qu'ils ont des communs, simplement parce qu'on a donné l'occasion de s'exprimer. Révéler ce qui est vivant. Dire qu'en fait, on a envie de vivre un truc ensemble, même si c'est le plus basique possible. Le fait de l'exprimer, ça change tout. Et il y a des sociétés qui sont beaucoup plus heureuses que la nôtre, des nations où les gens sont beaucoup plus heureux, parce que simplement, ils ont un projet commun. C'est pas forcément un projet extraordinaire, extraordinairement philosophique ou transformationnel, mais c'est un projet clair de vivre ensemble. C'est le cas du Canada, par exemple. Ça me laisse pensive, tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Mounia. Je te remercie d'être venue. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.